Bonsoir à tous et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, cap sur la République démocratique du Congo. La justice est au cœur des débats. Accusée de privilégier les élites tout en abandonnant les citoyens ordinaires, le système judiciaire congolais traverse une crise de crédibilité profonde. Après les états généraux de la justice qui se sont clôturés le 16 novembre dernier, beaucoup espéraient des réformes pour mettre fin à ces inégalités, mais les promesses se traduisent-elles en actions concrètes? La RDC peut-elle espérer une justice plus indépendante et équitable ou reste-t-elle piégée dans un système à deux vitesses? Et pour y répondre, nous avons un panel d'invités. À ma droite, Makailan Gebla, bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien conseiller sous la présidence tchadienne. Vous allez nous apporter une perspective régionale sur les défis de réforme d'une justice souvent politisée. À ma gauche, Frédéric Tchoungi, vous êtes analyste politique et vous allez analyser les implications politiques des réformes judiciaires et l'impact sur la gouvernance, notamment en RDC. Merci de me recevoir. Bienvenue à vous deux, que le débat commence. Tout d'abord, on va, dans un premier temps, essayer d'identifier les différents dysfonctionnements de la justice congolaise. Les critiques récurrentes qui sont faites au système judiciaire par la population et la société civile, qu'est-ce que c'est concrètement, Frédéric Tchoungi? Alors, je pense que d'abord, d'un point de vue, le point de vue de la RDC, ou la situation de la RDC peut être transposée à la sous-région. C'est-à-dire que nous avons l'impression, parfois dans la sous-région, que l'État, et donc l'exécutif et le système judiciaire, et parfois le législatif aussi, ne sont en réalité qu'une seule et même institution. C'est-à-dire que l'État a souvent, souvent de l'instrument judiciaire pour pouvoir faire la pluie et le beau temps par rapport aux différentes actions qui sont menées par le système judiciaire. Donc c'est là où on se trouve un peu dans le questionnement des populations, à se demander si exactement la justice est impartiale dans le pays. Et parfois, on se rend compte que non, parce que elle est souvent utilisée pour embastiller des opposants, elle est souvent utilisée... On parle de justice à deux vitesses qui favorise notamment les élites et qui... au détriment de l'opposition et du peuple. Plus sévère pour les personnes vulnérables. Vous êtes en adéquation avec ce terme de justice à deux vitesses? Oui, tout à fait. C'est crédible, proche de la réalité? C'est crédible et proche de la réalité, tout à fait, parce que dans nos États africains, on a souvent l'impression que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exécutif et le judiciaire sont vraiment une seule et même personne et que le judiciaire, qui normalement doit avoir un contrôle sur les exécutifs et donc une réciprocité de contrôle, n'est souvent pas effective. On est encore dans un cas de figure de justice politisée, Makailan Gebla, en RDC? Moi, je parle d'une interférence multiple dans l'appareil judiciaire en RDC. La RDC elle-même, c'est un pays... où vous savez très bien, depuis Mobutu Sese Seko, en passant par le président Kabila, aujourd'hui par Félix Tshisekedi, n'a jamais été quand même une véritable démocratie. Vous avez, les élections ont été très mal organisées, il y a des voix de contestation, de recours n'ont pas abouti effectivement aux résultats espérés par l'ensemble des acteurs congolais. Et effectivement, la justice à deux vitesses, moi j'ai l'impression que quand vous voyez des militaires condamnés, quand vous voyez des opposants également au régime condamné, quand vous voyez que la justice reste instrumentalisée et reste quand même le dernier recours, qui devait être le dernier recours effectivement pour des citoyens paisibles, mais la culture de l'impunité qui gangrène la société congolaise pose aujourd'hui problème. La question de forage, et donc des personnes ont été arrêtées, les ministres qui sont... On a des exemples concrets? Des exemples complets. J'ai parlé tout à l'heure des cas de militaires qui sont condamnés par la cour martiale, alors que les officiers supérieurs n'ont pas été... Donc on cible des pauvres, on cible des paisibles citoyens, des subalternes, mais la tête reste. Donc du coup, je pense que la question de la justice en RDC qui devait être résolue suite à ces assises, des états généraux de la justice, devait apporter des réponses espérées pour le peuple congolais. Mais on a l'impression que c'est le sommet. Donc on a l'habitude de dire le poisson pourri par sa tête. Donc du coup, pour le cas d'espèce, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme qui sont restées impunies. Il y a beaucoup également effectivement de détournements massifs qui ont fait que
les auteurs ne sont pas impliqués, mais par contre, des personnes intermédiaires sont prises dans le filet de la justice congolaise. Donc aujourd'hui, la politique des deux poids, deux mesures, et le fait qu'ils disent que l'exécutif inféode la justice, montre à suffisance qu'il y a une réticence dans l'appareil judiciaire congolais. Frédéric Tchoungui, est-ce que ça reflète un problème structurel ou est-ce qu'on est encore dans le schéma, comme on l'a dit, de l'instrumentalisation politique de la justice? D'où vient le problème? Non, c'est vraiment un problème structurel. Hein. Ça, c'est clair et net, dans le sens où la corruption, et comme je dis, ce n'est pas qu'un mal congolais au niveau de la RDC, c'est la sous-région. On l'illustre parce qu'il y a cette actualité avec les États généraux. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça peut s'appliquer à d'autres pays. Tout à fait. Donc on est toujours dans cette situation-là où on se rend compte que la justice ne fait pas réellement son travail. Et ça découle lorsque vous regardez les différents... Vous avez parlé tout à l'heure de la structure, d'un point de vue structurel. Lorsque vous regardez les différents gouvernements qui se sont succédés en RDC, vous avez parlé tout à l'heure de Mobutu et jusqu'à aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi. Effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a toujours dans cet état-là, une justice qui travaille avec l'exécutif en réalité. C'est-à-dire que je vais même peut-être plus loin, même en pointant du doigt par exemple les actions militaires qui sont coordonnées bien sûr par l'exécutif. Les militaires traduisent et ensuite la justice punit. Il n'y a pas réellement de procès équitable, il n'y a pas réellement de la possibilité pour les personnes qui sont accusées de réellement pouvoir se défendre en général. Donc nous avons besoin, dans l'état de la RDC, de plus de transparence au niveau judiciaire et aussi d'avoir la possibilité d'avoir réellement cette sédimentation. Je me répète, mais c'est très important pour qu'un État puisse réellement bien fonctionner, pour qu'on combatte la corruption. Il faut qu'il y ait réellement cette séparation des pouvoirs. Vous l'avez dit, la corruption, ça semble être l'un des principaux freins à une justice équitable en RDC. Makaïla, à quel point en fait ça affecte le fonctionnement quotidien du système judiciaire? Le système judiciaire est paralysé. Le système judiciaire est paralysé. La mort, il y a de cela 10 ans, des membres de la société civile, aucune enquête n'a été ouverte par les autorités congolaises. On a trimballé de gauche à droite la famille jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré effectivement, c'est un représentant de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a été abattu en plein coup à Kinshasa. Depuis là, on n'a pas de nouvelles, aucune enquête n'a été ouverte, malgré effectivement le poids des organisations internationales qui réclament à corps et à cri l'ouverture d'une enquête. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, il y a un dysfonctionnement terrible qui affecte sérieusement et lourdement l'appareil judiciaire congolais. Il faut absolument se défaire. Il faut absolument que pour garantir la stabilité politique, pour garantir même aux citoyens d'avoir accès à cette justice, il faut absolument une plus de transparence. Or, on a l'impression que les autorités congolaises sont en train de faire obstruction et abstraction à la justice. Et donc, du coup, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de cette justice. Et qu'aujourd'hui, il y a les pauvres qui payent le plus lourd tribut. Et c'est bien dommage. On a l'impression que ce sont souvent des États qui sont les États où il y a une forte corruption et une annexion par l'exécutif du judiciaire. Ce sont souvent des États qui ont été colonisés par la France et aussi la Belgique, parce qu'il faut savoir que la RDC a été colonisée par la Belgique, donc on va dire franco-belge. Donc on a en fait la relation en réalité entre l'exécutif et le peuple n'est pas une relation... je parle premièrement de confiance, mais surtout aussi de la possibilité par le peuple d'élire ses élites. C'est-à-dire que certes, on a des systèmes, entre guillemets, démocratiques, dans le sens où il y a le jeu démocratique pour élire nos représentants, mais in fine, nous savons que ces représentants-là sont élus, nommés par l'establishment, comme j'aime le dire, mais par le fait qu'il y ait... donc on va dire l'ancienne colonie qui donne son aval en général pour avoir telle ou telle personne. Donc en fait, le fait qu'il n'ait pas cette légitimité issue du peuple et que le peuple ne peut pas en réalité les faire vaciller, ils se permettent de mettre en place des systèmes qui vont garantir leur propre stabilité. Et c'est donc là où la démocratie en réalité est questionnée. C'est-à-dire tout l'ensemble de l'appareil démocratique dans ces pays-là est remise en question. Pourquoi? Parce que nous avons des procédés démocratiques, mais nous ne sommes pas dans des États démocratiques. Donc il faut revenir à des valeurs peut-être qui nous sont communes afin de faire en sorte que les différents systèmes que nous mettons en place, si on veut qu'ils soient démocratiques,
si on veut qu'il représente, qu'il soit calqué sur ce qui se fait ici, parce qu'en réalité, l'exécutif, le judiciaire, le législatif sont des systèmes importés, si on veut le faire, il faut qu'il y ait une réelle vision et que ce soit le peuple qui élise ses représentants. Ce n'est pas le cas, parce que je pense qu'il a fait une très bonne démonstration, parce que vous savez, même le parcours de M. Félix Tshisekedi qui a été parachuté, il a bien fait de switcher effectivement le positionnement de la Belgique, de la RDC qui a été colonisée par la Belgique, mais également avec un lien avec la France. Et donc aujourd'hui, quelqu'un comme Félix Tshisekedi qui est venu et qui a hérité, qui devait être quand même le candidat des ruptures, il ne l'est pas. Aujourd'hui, on a vu que des opposants à lui sont étouffés complètement dans leur voie de contestation, de recours. Donc à chaque fois que c'est le deuxième mandat, il vient de gagner le deuxième mandat, et donc il vient de remporter le deuxième mandat. Donc face à cette situation, on pense que il va continuer à avoir des frustrations dans la justice et une méfiance dans la justice congolaise, et que les défis liés à la justice congolaise se posent avec acuité pour tous les observateurs, y compris étrangers, parce qu'en fait la corruption dont vous avez évoqué est patente en RDC. Vous savez, c'est des films... Quelle est la perception justement populaire de cette justice? Donc la population, tellement qu'elle est lésée, elle n'a plus espoir à recourir à sa justice. La voie qui va porter effectivement la revendication du peuple, c'était plutôt la société civile. Or, la société civile elle-même, elle est confrontée à des défis énormes, parce qu'elle n'a plus droit à la page ni à des consultations républicaines. Et donc, du coup, aujourd'hui, le dernier recours qui reste au peuple congolais, c'est peut-être des voies de contestation dans la rue. Et même la voie de contestation dans la rue a été souvent réprimée dans une totale impunité. Juste un parallèle, parce que je pense que c'est aussi très important qu'on restitue l'actualité, bon, ce qu'on est en train de faire bien entendu, mais vous savez qu'il y a aussi une révision de la Constitution qui est en place, qui est en train de se mettre en place, et la raison pour laquelle elle est en train de se... Tout à fait, et la raison pour laquelle elle est en train d'être mise en place, c'est parce que le corps exécutif a jugé que cette Constitution a été imposée d'une certaine manière au peuple congolais, et qu'elle a été pas ratifiée, parce que ratifiée c'est la signature, mais qu'elle a été rédigée, imposée d'extérieur. Voilà, c'est-à-dire imposée par la puissance coloniale. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on se positionne, lorsqu'on parle de révision de la Constitution, on sait qu'il y a toujours derrière un président qui veut se maintenir au pouvoir. Voilà. C'est comme ça dans la sous-région. Lorsque vous entendez révision de la Constitution, parce qu'on veut changer tel ou tel modèle, mais c'est parce qu'il y a l'ambition de se maintenir. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Je peux citer tellement de pays africains où on est toujours dans ce narratif-là. Donc nous sommes arrivés à un point où lorsque l'on veut parler de crédibilité même de nos États, on se rend compte que on va prendre un exemple, ou bien on va prendre une raison plutôt pour décrier un modèle, le modèle colonial, mais en réalité, c'est parce que derrière, ce n'est pas les intérêts du peuple qu'on veut défendre, non, c'est parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. Et j'espère que j'ai tort. J'espère honnêtement que j'ai tort, que ce n'est pas ce qu'a prévu le corps exécutif, mais qu'ils sont réellement dans un questionnement pour peut-être inscrire plus la culture congolaise dans la Constitution au lieu de vouloir faire des malversations politiques. Quel risque pèse justement sur cette révision de la Constitution, Makalane Guebla? Les risques sont nombreux, les risques de contestation publique dans la rue, et avec des risques de répression généralisée dans le pays. Et donc, parce que vous savez très bien que l'accession au pouvoir récente de M. Félix Tshisekedi a été décriée par l'ensemble des opposants. Il avait éliminé déjà des voix très respectées de l'opposition congolaise, et il s'est imposé, il a gagné une élection dont il a un problème de légitimité. Mais avec tout ça, c'est ces messieurs-là qu'on a placé comme à la tête de la CAC, cette communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et donc, on s'est retrouvé avec une situation d'illégalité et qui devient une légitimité, et puis après qui continue. Et la révision de cette constitution posera énormément de problèmes, parce que vous savez très bien que depuis un certain temps, dès qu'on a annoncé
la révision de cette constitution, des voix se sont levées en RDC, des voix de l'opposition, de la société civile. Et bon, il va y avoir certainement, comme quand les années précédentes, des mouvements de contestation congolais qui vont effectivement se faire entendre. Et souvent, dans ces pays-là, les manifestations ont été violentes. Et quand elles sont violentes, elles sont réprimées. Et donc, nous craignons que la situation en RDC, dans les jours à venir, pourra faire la une de l'actualité internationale. En fait, nous avons l'impression, lorsqu'on analyse la politique africaine de la sous-région, je parle bien de la sous-région, qu'en fait, les aînés, les jeunes, la jeunesse, entre guillemets, celle qui se positionne comme la jeunesse, bon, je ne dirais pas que M. Tshisekedi est forcément jeune, mais quand je prends la jeunesse, je parle quand même qu'il est d'une autre génération comparé au Mobutu et même à son père. On se rend compte Étienne Tshisekedi, on se rend compte que on n'apprend pas de nos erreurs. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un roulement qui est toujours le même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous savez la raison pour laquelle Kabila fils n'est plus au pouvoir, c'est parce qu'il y a une pression, parce qu'il voulait changer aussi la constitution, il voulait modifier cette constitution, il y a une pression qui a fait qu'il parte. Et aujourd'hui, on se rend compte que le nouveau qui arrive nous parle aussi de constitution maintenant. Mais ce n'est pas le seul, c'est-à-dire que dans la sous-région, c'est un cancer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit procéder? Est-ce que la jeunesse aussi va venir et aura les mêmes velléités que les anciens, c'est-à-dire le maintien coûte que coûte du pouvoir, quitte à trafiquer, quitte à changer les choses en prenant des raisons qui n'en sont pas pour pouvoir justifier le fait que je vais me maintenir au pouvoir encore deux mandats. Donc on est dans ce narratif-là qui ne change pas et qui nous plonge malheureusement dans la corruption, dans le manque d'alternance. C'est pour ça que moi je prône, soit on est complètement dans une rupture avec la démocratie, dans ce cas on a d'autres procédés qui, lorsqu'il y a un chef qui prend le pouvoir, il reste à vitam aeternam jusqu'à sa mort. Dans ce cas au moins c'est clair. Mais si vous avez choisi le jeu de la démocratie, cantonnez-vous-en et restez dans cette logique. Michael Nguebla. Moi je ne suis pas surpris de l'analyse que Frédéric vient de le faire. Vous savez très bien, Félix Etienne Tshisekedi, qui était longtemps en exil comme nous, à l'étranger ou à Bruxelles, c'est ça, qui devait lui-même faire vraiment poser des actes de rupture vis-à-vis même du combat de son père. Et il devait même honorer son papa qui était dans une logique de contestation du président Mobutu jusqu'à sa mort. Et donc il aurait dit quand même, au moins être fidèle effectivement à la lutte qu'a menée son père jusqu'à arriver là. Mais changer le paradigme intérieur. Or, on a l'impression qu'il a gagné un premier mandat. Là, il est dans sa 10e année et tout porte à croire qu'il a non seulement posé des actes visant à créer l'espoir au peuple congolais, mais au regard de la volonté ou bien de vérité de réviser la constitution. Mais au regard effectivement des débats qui nous amènent aujourd'hui à réfléchir, à débattre sur la question de la justice congolaise, nous interrogeons sur cette volonté de M. Félix Tshisekedi, qui lui-même n'est pas dans une logique effectivement de créer les conditions minimales d'une démocratie effective au Congo. Il y a un autre article dans la révision de la Constitution qui cristallise un petit peu les tensions, c'est celui sur la souveraineté du pays. Une question cruciale qui se pose, Frédéric, est-ce que ces révisions, elles menacent la souveraineté notamment du pays? Si je reprends les critiques, il y a celle de vouloir ouvrir la porte à des influences étrangères en touchant cet article. Alors, bien sûr que lorsqu'on parle de légitimité d'un pouvoir et lorsqu'on parle d'une démocratie, lorsqu'on parle du contrôle de l'ensemble du territoire, lorsqu'on est dans un système, parce que vous savez aujourd'hui, dans l'est de la RDC, c'est très compliqué, il y a les Rwandais, il y a aussi les multinationales qui pillent le sol du pays, il y a de la pauvreté, il y a de l'insécurité, il y a des milliers de déplacés. Donc le débat que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il est très important pour les auditeurs de comprendre que ça touche des millions de vies, des centaines de milliers de vies humaines. Donc ce n'est pas un débat que l'on peut prendre à la légère. Donc pour revenir à l'État, malheureusement, lorsque l'État perd sa légitimité, lorsqu'il a choisi un certain modèle et qu'il ne s'y tient plus et qu'il commence à vouloir changer les choses, forcément, il y aura des Par là, la révision de la Constitution. La révision de la Constitution, il y aura des dissidences. Des dissidences, même à l'intérieur de son propre camp, parce qu'ils l'ont porté, des personnes qui ont vu en lui une possibilité de rupture, ne seront plus en accord avec la politique qui est menée, parce qu'il y aura forcément des lésés.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le cadre de la RDC, qui est déjà un cas complexe, va encore plus se complexifier, pardon, parce que les personnes qui ont soutenu le président de la République, qui aujourd'hui vont se rendre compte que malheureusement les procédés d'antan ressurgissent, c'est-à-dire que l'Afrique ne fait jamais sa propre évaluation, elle est toujours dans la même chose et ça maintient une certaine, vous savez, la stabilité politique d'un État, c'est aussi un signal envoyé aux autres États pour leur dire, regardez, nous pouvons y arriver, nous avons la possibilité d'avoir un changement. Nous avons besoin de ça en Afrique centrale. Aujourd'hui, on a besoin des États qui sont capables démocratiquement de changer. C'est-à-dire, un mandat se termine, on passe à un autre. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ça. On a ça rarement dans les États africains, d'Afrique centrale, francophone, franco-belge, peu importe. On a rarement ce changement-là. Donc en fait, ça va fragiliser l'État. Parce que les personnes qui ont cru au projet, qui ont cru en ce projet de démocratie et qui faisaient partie de l'équipe de M. Tshisekedi vont se rendre compte qu'en réalité, nous repartons encore pour les mêmes turpitudes. Votre question revient sur la question de souveraineté, non? C'est ça? Tout à fait. Mais vous savez très bien que nos États, à chaque fois qu'ils sont acculés, on brandit la souveraineté. L'argument souveraineté, pour moi, pose problème. À chaque fois qu'on voit... Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans une posture d'isolement, et on voulait apporter une réponse à la communauté internationale, on dit mais non, nous sommes souverains, on veut faire ça. Donc du coup, tout ce qui est souveraineté cache derrière cela des réformes constitutionnelles, des réformes impopulaires, et cela deviendront à la longue source de conflits. Et là, il a su le dire. Vous savez très bien que quand Abdoulaye Wade tentait de réviser la Constitution, ça crée le départ de Macky Sall, qui par la suite est devenu président de la République, qui par la suite tente de modifier la Constitution. Il y a eu un bras. Bon, le Sénégal, on ne le compare pas à nos pays africains d'Afrique centrale. Quand Macky, lui, tente de modifier la Constitution, malgré tout, il a fait un forcing, ce qui lui a valu son départ par une victoire écrasante des Pastef. Donc du coup, pour revenir sur la RDC, et notamment le cas de la souveraineté dont ils sont en train de parler, c'est une façon effectivement de faire dissuader la communauté internationale de ne pas être regardante sur ce que nous faisons à l'intérieur. C'est ça aussi qui cache aussi également, quand on parle de la lutte contre le terrorisme au Sahel, certains pays brandissent la souveraineté de leurs États pour effectivement signer des clauses impopulaire et donc on ne connaît pas le contour réel. Donc du coup, je pense que la démarche qui est en train de mener aujourd'hui par M. Félix Tshisekedi risquerait dans les prochains jours soulever des contestations dans le pays et malheureusement, ça va créer l'instabilité. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la RDC, depuis l'accession même au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, est confrontée à des conflits frontaliers, notamment le Congo, et donc l'ingérence effectivement de forces extérieures qui se battent à l'intérieur du pays et également des mouvements armés locaux qui aussi s'opposent au pouvoir central. Donc du coup, face à cette instabilité grandissante, est-ce qu'il est opportun d'encore d'envenimer la situation en réformant effectivement la Constitution? D'où mon inquiétude. Parce que c'est comme... Frédéric Chungui, je voulais réagir. Oui, cette révision de la Constitution, c'est comme... En réalité, comme j'ai dit, il brandit le fait que la Constitution a été rédigée non pas pour les intérêts des Congolais. Mais en réalité, nous savons déjà... C'est ça qui est triste, en fait. C'est le mélodrame de l'Afrique. L'Afrique francophone. C'est-à-dire que on sait tous pour quelles raisons ils s'attaquent à cette Constitution. Mais les procédés sont toujours les mêmes dans les États. Maintenant, il y a des révisions des constitutions qui sont victorieuses pour les personnes qui les mettent en place. Il y en a d'autres, ça entraîne leur déchéance, comme par exemple au Mali, au Burkina Faso, avec M. Compaoré, qui est parti à cause de cela. Il y a eu beaucoup... Donc en fait, c'est très difficile maintenant de réellement avoir confiance en nos institutions. Parce que l'espoir que nous n'avons pas juste un espoir, comme ici en Europe, par exemple, des réformes. C'est-à-dire que lorsqu'un président vient ici en France, par exemple, M. Macron, il est venu avec « je vais réformer le pays ». Non, nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin d'avoir foi en nos dirigeants. Nous avons besoin d'avoir foi en la politique. Nous avons besoin de retrouver cette confiance-là. Nous n'avons pas besoin juste de réformes, mais nous avons besoin de modèles, de personnes en qui se référer et se dire « ah, ce président-là a fait ses 2 mandats, il est parti ». Ça donne à la jeunesse l'espoir de se dire que nous avons des dirigeants qui ont une ligne directrice, qui s'y tiennent et qui restent dans cette ligne-là
pour le bien et l'intérêt du pays. Je vais vous faire réagir sur l'article exact, hein, c'est l'article 217 de la Constitution. C'est un article qui stipule que la RDC peut conclure des traités, des accords comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité de l'Afrique. Et le chef de l'État, il s'est déplacé à Lubumbashi la semaine dernière et il a déclaré que cet article consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Mais justement, donc, à des États africains, alors c'est pas encore à des États étrangers, donc c'est des affaires. Donc du coup, on indexe des pays voisins. Là, il parle effectivement d'un pays voisin qui est le Rwanda. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, le conflit qui dévaste un peu la RDC et qui l'oppose un peu aux voisins rwandais et réapparaît dans cet article-là. Donc du coup, le chef de l'État lui-même devait être modèle, doit inspirer sa population en me disant, mais écoutez, limitation des mandats, je fais des mandats, je m'en vais. Et là, il est dans une logique, effectivement, de réformer la Constitution et sans prétexte. Sans prétexte. Et donc, ça risquerait, de mon point de vue, au regard de ce qui est en train de se passer, de faire générer ou bien refaire, effectivement, faire réagir ou bien les ambitions d'un président qui veut rester longtemps possible au pouvoir. Et donc, du coup, nous pensons qu'il est temps que les États africains ou bien nos dirigeants sachent raison garder. Il nous faut des institutions fortes. Malheureusement, c'est eux qui sont en train de délégitimer nos institutions et c'est eux qui sont en train d'affaiblir nos institutions. Il faut absolument qu'il y ait cette volonté de rupture matérialisée. Juste pour réagir par rapport à bon, pour l'instant, il n'a pas encore officialisé, voilà, il n'a pas encore officialisé le changement de constitution, le fait qu'il pourra se représenter. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est simplement de rappeler que c'est important qu'on ne le fasse plus dans nos États africains. Maintenant, concernant cet article-là, en réalité, est-ce que s'il veut s'attaquer à l'article précisément, moi je peux le comprendre. Maintenant, effectivement, si cet article permet d'une certaine manière, et encore, lorsque vous passez des traités économiques ou des traités, peu importe la nature, avec d'autres États, vous êtes souverain, même si la Constitution stipule ou fait état, parce qu'une Constitution ne stipule pas, elle fait état d'un article en particulier qui pourrait vous mettre en porte-à-faux par rapport à une puissance extérieure ou un pays intérieur. Vous avez toujours, vous, la possibilité, en tant qu'État, de choisir ou non de faire de tisser des liens avec cet État-là. Donc, l'article en lui-même, il peut être changé s'il le souhaite, mais on souhaite que ce ne soit que cet article-là et non pas l'ensemble de la Constitution. Tout à fait. On va poursuivre le débat dans un instant et revenir sur justement l'état des lieux de ces états généraux qui se sont clôturés il y a quelques jours. On revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit et on l'évoquait à l'instant, les états généraux de la justice en RDC qui se sont clôturés le 16 novembre dernier. On va revenir sur l'objectif peut-être de ces états généraux. Ils avaient pour objectif de proposer des réformes structurelles. Quels engagements, Frédéric Tchoungui, ont été pris? Alors, les réformes structurelles s'inscrivent dans l'ambition du chef de l'État de changer ou d'améliorer la vie, faciliter en tout cas la vie des Congolais, d'abord de base, et en facilitant, en mettant en place ces états généraux, c'est aussi une manière pour lui de pouvoir consulter en réalité l'ensemble des acteurs qui prennent part à que ce soit la société civile, que ce soit les différents organes, afin de pouvoir mettre en place une constitution qui serait à l'image des Congolais, d'après ses dires, et qui pourrait faciliter c'est-à-dire l'appropriation de cette constitution par les Congolais. Qu'est-ce qui était attendu, Makalan Gebla? Par principe, les états généraux ont vocation de diagnostiquer, de faire un état des lieux d'une situation décriée et puis d'apporter des réponses. Sauf que les états généraux tels qu'ils créés et puis tels que chapeautés par l'exécutif nous interrogent pourquoi? Parce qu'il y a des vérités, déjà on a parlé tout à l'heure des vérités de réforme constitutionnelle, et que ces états généraux, si
ils ont été organisés, ces assises ont été organisées avec la participation ou non, avec des acteurs indépendants, des constitutionnalistes indépendants qui ont vraiment, qui auront effectivement la possibilité de réformer en profondeur la justice congolaise. Tel ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà une intention de vouloir chapeauter effectivement de bout en bout, de bout en bout, l'organisation de ces assises. Moi, je pense que il faut d'abord aller vers une réforme structurelle profonde. C'est-à-dire concrètement. C'est-à-dire concrètement, il faut absolument diagnostiquer, identifier les mal et les éradiquer. Or, on a l'impression dans ces cas de figure, c'est qu'on est en train de survoler effectivement les questions fondamentales pour permettre à un homme ou bien à des hommes potentiellement à rester longtemps possible au pouvoir. Et donc, du coup, la question de ces états généraux, moi, je peur qu'elle accouchera une souris. Frédéric Tchoungui. Oui, non, effectivement, moi, je partage tout à fait ce qui est évoqué, dans le sens où ces états généraux, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est l'agenda au moment où elles sont faites. Elles sont faites juste au second mandat. Au second mandat qui d'ici un certain temps, prendra fin. Et donc, on a l'impression que l'État est en train de préparer la suite. Et qui dit la suite dit malheureusement le maintien d'un certain nombre de personnes à des postes clés, pour ne pas parler du chef de l'État lui-même. Donc c'est ça le problème. Est-ce que la classe dirigeante, elle est prête à perdre une partie de son contrôle justement sur l'appareil judiciaire? Non, pas du tout. Parce que, comme j'ai dit, comment on dit, la justice, c'est le bras armé, d'une certaine manière, de l'exécutif. Ouais. Et c'est ça qui permet le contrôle de l'ensemble des processus judiciaires, le contrôle de s'il y a, par exemple, des opposants qui peuvent poser problème, ou s'il y a des cas de figure qui se présentent, l'État a la main mise sur le judiciaire et peut donc malheureusement travailler de concert avec lui pour pouvoir éradiquer les choses, éradiquer ces potentiels perturbateurs, comme je les appellerais. Et nous avons besoin d'une justice. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une justice qui est totalement impartiale, indépendante et impartiale, afin qu'il y ait une réelle possibilité pour l'ensemble du pays d'accéder à une démocratie pure et, je ne veux pas dire pure et parfaite parce que ça n'existe pas, mais une démocratie effective. Mais justement, le problème, Soukaina, le problème dans nos pays, c'est que les réformes constitutionnelles, les réformes de la justice dans nos pays ne reflètent pas effectivement la volonté populaire. Elles reflètent la volonté des acteurs institutionnels qui sont aux commandes, qui sont en fait aux affaires. Et c'est eux qui sont en train de vouloir coopter des juristes, des constitutionnalistes pour leur demander, et c'est vrai ce que tu disais, ça peut permettre d'être un outil pour bloquer ou bien contrecarrer telle ou telle personne, une voix dissidente qui peut peut-être déranger, qui ne dit pas que dans ces réformes ou bien dans ces états généraux, on n'envisage pas effectivement de recaler prochainement quelqu'un qui est potentiellement un populaire. Et donc tout porte à croire que les réformes dans nos pays ont fait en sorte que les dirigeants au pouvoir refusent de partir, mais font en sorte qu'ils veulent se maintenir aussi longtemps possible. Et donc, ça a été toujours des sources de conflits politiques et des sources aussi d'instabilité politique. Et Makaila, justement, en comparant cette initiative à d'autres tentatives de réforme en Afrique, qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans le cas de la République démocratique du Congo ? Il ne peut pas avoir une différence parce qu'effectivement, quand vous voyez un peu la réforme constitutionnelle au Congo-Brazza, que ce soit dans notre pays, au Tchad, un peu partout au Cameroun, etc., il y a beaucoup de similitudes que des divergences, de points de divergence. Et donc, du coup, pour le peuple qui a toujours subi effectivement ces genres de réformes, le peuple est resté silencieux parce qu'il n'a pas de moyens de recours ni de contestation, étant donné qu'il y a une chape de plomb qui pèse sur nos sociétés, qui en sorte que les sociétés africaines sont restées elles-mêmes autistes, quoi. Et effectivement, lorsque vous regardez dans la sous-région, vous vous rendez compte que, en général, les contre-pouvoirs à l'exécutif, ce sont les militaires. Vous vous rendez compte que lorsqu'il y a, par exemple, une modification de la Constitution, ce qui permet de renverser
ou bien d'adouber, entre guillemets, le pouvoir, ce sont les militaires. Ce n'est jamais le peuple. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le pouvoir n'est pas issu du peuple. Nous avons des démocraties imparfaites. Mais quand je dis imparfaites, c'est imparfaites dans leur essence même. Ce n'est pas imparfait dans des procédés sous-jacents. C'est vraiment dans l'essence de notre démocratie. Parce que la démocratie veut dire quoi? Démocratie veut dire pouvoir par le peuple. Le peuple dit, pour le peuple et l'expression du peuple, ce qu'il souhaite. Aujourd'hui, nous sommes dans des démocraties qui n'ont pas réellement une issue du peuple. Donc, nous avons nos chefs d'État qui ont l'aval de certaines puissances et donc de ce fait-là se maintiennent. Et nous avons besoin, nous, d'avoir des dirigeants qui nous ressemblent. Quand je dis qui nous ressemblent, c'est issu de nous-mêmes, c'est-à-dire issu du peuple. L'émanation du peuple. Voilà, émanation du peuple, issu du peuple, qui permettent à ces chefs d'État-là, s'ils ne rentrent pas en adéquation avec ce que le peuple veut, il y a une rupture. Et vous avez parlé tout à l'heure du fait que le peuple reste silencieux. Et on est d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire que le peuple n'a aucun outil aujourd'hui pour pouvoir faire face à ces changements brutaux qui commencent d'abord de manière insidieuse. On va réviser tel article, et qui après prennent vie sur, bon, finalement, on a modifié la Constitution, donc je vais repartir. Les États généraux, Makaïla, voilà. Ils ont évoqué la question de la formation et des moyens alloués à la justice. Est-ce que c'est suffisant pour enclencher un changement vraiment profond? Non, pas du tout. Moi, je pense que si pour une telle indépendance de justice, des États généraux de cette envergure, il faut absolument que les financements ne soient pas des financements locaux. Et là, ça peut permettre aux gens de débattre en profondeur. Or, on a l'impression, dans ces cas... Ils devraient venir d'où les financements? Mais des partenaires de développement, qui sont souvent là pour réformer la justice, souvent ils financent. Et donc, ça permet d'avoir une qualité de débat d'un niveau très élevé. Ça permet également à ce que les gens puissent recentrer effectivement la question liée effectivement à l'imitation du mandat. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ingérence de faire appel à des partenaires étrangers? Non, mais à quoi ça sert quand vous signez des partenariats? Le multilatéralisme et la politique bilatérale sert effectivement à avoir les rendez-vous de donner et de recevoir. C'est que cet échange permettra à un État d'être assisté financièrement. Et donc on peut effectivement, même l'État peut demander, faire un projet. Moi je peux faire un projet en demandant au PNUD, en demandant effectivement au Commissariat des droits de l'homme de l'ONU de financer un tel volet sur la question de justice. Et ça, c'est ce qui se passe dans la plupart de nos pays. Mais là, je pense que je n'ai pas honte de demander effectivement le financement, un projet, de présenter un projet dans le cadre de la justice. Or, ces cas de figure pour le cas de la RDC, c'est qu'il va y avoir des financements endogènes, mais qui peuvent être contrôlés par l'exécutif. Donc, ça m'étonne que les conclusions qui sont issues de ces assises reflèteront la volonté populaire, comme tu disais. Frédéric Tchoungui. Non, moi, je ne pense pas que sur la question du financement. Moi, je ne pense pas qu'il y ait, que ce soit une bonne chose qu'il y ait de l'ingérence. Pourquoi? Parce que nous devons être capables, nous-mêmes de prendre en main notre justice. Nous devons être capables nous-mêmes d'assumer ces processus judiciaires-là et de faire en sorte que ces processus judiciaires soient impartials. Nous avons la matière grise pour cela. Nous avons juste besoin de volonté en réalité. Ce n'est pas une question de moyens en tant que tel. Parce que les États africains brassent des milliards et des milliards dans leur but. Que vous voyez quand vous regardez par exemple le PIB d'un État africain, vous voyez des milliards et des milliards. Et une partie peut être allouée à cette justice-là. Donc on n'a pas besoin vraiment de bailleurs extérieurs. On a besoin d'avoir des leaders qui sont conscients que nous allons arriver au développement effectif de notre système judiciaire simplement en mettant de la bonne volonté. Et en eux, et je pense que c'est ça le point focal en réalité de notre discussion aujourd'hui, c'est le problème de personnification de l'État. On a un gros problème avec la personnification des États. Aujourd'hui, les différents États africains sont représentés par des personnes et non plus par des institutions. C'est là où le problème se pose. C'est pour ça que ce n'est pas tant une question de financement, c'est une question de réellement séparer l'homme des institutions. C'est-à-dire que l'institution exécutive va, pendant 10 ans, donner la possibilité à un homme de la gouverner. Et ensuite, il va partir. Et ça revient à la même chose. C'est la même chose au niveau judiciaire, dans le sens où nous avons besoin d'avoir un système judiciaire où
il y a un juge, par exemple, qui est nommé pour un certain temps. Lorsqu'il finit son mandat, ou peu importe comment on l'appelle, il part aussi. Nous avons besoin d'avoir des institutions fortes. À l'intérieur, pas de l'ingérence, à mon sens, étrangère. Donc, justement, Frédéric, vous avez tout à fait, dans l'entame de votre sujet, dans votre intervention, vous avez parlé du mélodrame des pays africains. Et ça montre effectivement que nos États, quand ils financent, quand ils injectent de l'argent pour des réformes constitutionnelles et institutionnelles, cet argent, avec la vérité et l'intention, effectivement, de contrôler de bout en bout, effectivement, le déroulement de ces assises. C'est pourquoi quand je parlais des lettres extérieures, c'est parce que je me dis pour que la société civile qui participe et les participants à ces assises peuvent avoir la marge nécessaire pour s'impliquer et débattre des questions fondamentales. Or, quand c'est le bailleur, quand c'est l'État lui-même qui est bailleur, il contrôle de bout en bout le déroulé des débats. C'est à cause de ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la souveraineté dont vous parlez par rapport à nos États, mais la culture fait qu'aujourd'hui, on est confronté à une telle difficulté que les États, la plupart des réformes qui ont été menées par les États, ce sont des réformes qui sont révélées vétustes. Juste pour répondre. Oui. Juste pour répondre. Laisse réagir. Alors moi personnellement, je pense que un État, que la communauté internationale, par exemple, lorsqu'elle va investir dans les institutions, que ça soit judiciaire, peu importe la nature de ces institutions, le problème qui se pose, c'est qu'elle n'est pas totalement impartiale non plus. C'est-à-dire qu'il y a des contreparties de cela. Il n'y a jamais eu d'aide qui est une aide bénigne. On est bien d'accord, vous le savez, vous avez été un conseiller dans un pays. Donc vous savez que lorsqu'il y a une aide internationale qui est donnée, elle ne vient jamais de manière fortuite. Elle est toujours orientée dans un sens. Et ce sens peut être... Nous avons investi dans vos institutions, nous vous souhaitons maintenant une contrepartie. Ça, il faut le mentionner. C'est pour ça que l'ingérence ne pourra jamais être... L'ingérence, lorsque je parle d'ingérence, je parle d'investissement, parce que vous avez parlé de ça, c'est-à-dire donner des fonds pour que la justice fonctionne. Elle ne pourra jamais être effective. Est-ce que la justice peut trouver sa crédibilité avec le soutien d'institutions régionales? En tout cas, pas sur le long terme. Peut-être au départ, pour l'aider à se réformer, mais pas sur le long terme. C'est pour ça que moi, je suis personnellement contre l'action de la communauté internationale dans les États. Parce que la communauté internationale, en réalité, représente quelqu'un ou représente une entité. Parfois, elle représente les États-Unis, parfois, elle représente la France, parfois, elle représente la Belgique dans le cas, par exemple, de la RDC. Elle n'est jamais neutre. Donc, il faut qu'on puisse se séparer concrètement de ces aides-là qui, en réalité, ne nous servent pas parce que ces aides-là durent depuis des années et des années. Elles n'ont jamais résolu des problèmes internes. C'est la volonté des Africains seuls qui pourra nous permettre de résoudre nos problèmes. Moi, je ne veux pas qu'on perçoive la communauté internationale comme adversaire absolu. Non. Moi, je préfère qu'il y ait des priorités auxquelles nos États doivent vraiment encourager, motiver, mais pas voir... On peut, peut-être, il y a des thématiques où les États africains sont fermes. Par exemple, la question liée effectivement à des sujets divergents, les États africains sont réticents. Quand ils assistent à des grands forats, les États africains ont une position ferme. Par exemple, sur la COP29, l'Afrique est partie dans un ordre uni. Ils réclament que 1300 milliards pour la COP29. Donc je pense que dans ces cas de figure, il ne faut pas en vouloir complètement à la communauté internationale, même si elle est représentée par des États qui sont eux aussi membres de cette communauté internationale. Pour le cas d'espèce de la RDC, moi j'ai peur que la volonté de réformer la justice congolaise vise à éliminer des acteurs politiques gênants, vise également au maintien d'un homme au pouvoir aussi plus longtemps possible. Et ça crée pour moi des tensions communautaires, de conflits politiques et même de conflits armés. Et c'est pourquoi je dis il y a plus de neutralité et plus de fiabilité. Il faut absolument que des telles assises soient chapeautées par des partenaires internationaux. On va parler... Oui, juste une petite réponse. Je vous laisse réagir et on va poursuivre le débat. Mais lorsque le problème c'est un problème de souveraineté. C'est aussi un problème de crédibilité. Vous savez, lorsque vous entraînez une communauté internationale pour investir. Si jamais on ne peut pas s'appuyer sur les institutions sous-régionales pour respecter la crédibilité de telles assises. Mais justement, si on ne veut pas faire de la communauté internationale, mais on peut s'appuyer sur les instances régionales. Non, je comprends. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Juste pour rapidement, et après, on enchaînera bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin d'États crédibles. Et la crédibilité de l'État et les investissements étrangers, les investissements de la communauté internationale, je le martèle,
ne servent que la communauté internationale en général. C'est-à-dire que la communauté internationale ne nous donne pas de l'argent. Vous avez parlé tout à l'heure de la COP29 et des 1300 milliards. Très bien, vous pensez que ces 1300 milliards nous sont donnés grassement si nous nous accordent. Ça veut dire qu'il y aura une pression qui vont exercer sur nous. Africaine vous connaissez... On va recentraliser le débat. Oui, juste, vous êtes africain comme moi. Vous savez qu'il y a un adage qui dit la main qui donne à manger, c'est aussi la main qui punit. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que nous avons besoin d'avoir une souveraineté économique aussi pour pouvoir régler nos propres problèmes. On va poursuivre sur les conséquences de cette justice à deux vitesses et des impunités. J'avais une question, Frédéric Tchoungui. Est-ce que le dysfonctionnement judiciaire, il peut pousser la population à se tourner vers des mécanismes alternatifs pour finalement obtenir justice? Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre... Tout à fait, bien sûr. Lorsque la justice est défaillante dans un pays, il y a une tendance à se faire justice soi-même. C'est-à-dire, et ce n'est jamais une bonne chose, hein, on n'est pas en train de l'encourager, mais il faut dire ce qui est. Lorsqu'on se rend compte que... On parle d'un pays victime d'une crise armée, hein, à l'est. Exactement, une crise humanitaire. Il faut le dire, il faut poser les mots. J'emploierais même parfois le mot de génocide à ciel ouvert. On peut l'employer. Donc nous sommes dans ce paradigme-là où, par exemple, l'État et le système judiciaire est défaillant. Il est défaillant, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, par exemple, même quand il y a des affaires, admettons des affaires locales, peut-être que dans la gestion de ces affaires locales-là, elles sont subalternes par rapport, par exemple, si l'État a la même mise sur le système judiciaire, elle sera traitée bien après les velléités ou les recommandations de l'État qui va favoriser les procès qu'elle souhaite être jugés rapidement. Donc, en fait, une justice qui ne travaille pas pour son peuple, qui ne donne pas la possibilité aux personnes d'avoir justice et qu'on leur rende justice, les personnes se tourneront bien sûr vers des procédés malheureusement moins enclins à faire appel à la justice du pays. Oui, puisqu'en fait les pays africains, pour le cas d'espèce de la RDC, c'est que les Congolais eux-mêmes n'ont plus confiance en la justice. Et les voies de recours, de mon point de vue, vous avez parlé des mécanismes sous-régionaux, il y a la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Mais le problème, c'est que c'est la lenteur et la démarche de saisine qui pose problème, parce qu'on vous dit qu'il faut avoir évacué la voie de recours intérieure. Or, si vous êtes plaignant face à l'État et que vous avez saisi l'État et que vous n'avez pas obtenu gain de cause, la justice, la Cour africaine des droits de l'homme vous donne la possibilité de la saisir. Sauf qu'au niveau local, les États africains, les citoyens ont du mal à bénéficier d'abord de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, parce que complètement nos États ne les ont pas. Et les avocats dans nos États ne sont pas des avocats qui peuvent vraiment de manière bénévole venir assister les citoyens. Et donc les citoyens est complètement confiné, il a du mal à s'exprimer. Et donc moi je pense qu'il faut absolument que la saisine d'une juridiction, des mécanismes sous-régionaux doit être facilitée, afin de simplifier pour permettre effectivement à ce que des citoyens lésés puissent quand même se faire recours et se faire justice. Et malheureusement, si jamais les voies de recours sont éloignées, ça risque de créer effectivement des tensions, comme vous avez dit, et puis des actions, des revanches, des vendettas, etc. Malheureusement, c'est pourquoi il faut que la justice soit solide et les institutions également doivent être solides dans nos États. Aujourd'hui, Frédéric, est-ce que la RDC peut s'inspirer de réformes réussies dans d'autres pays africains pour renforcer son appareil judiciaire? Dans d'autres pays africains, en fait, je pense que le gros, lorsqu'on analyse de manière globale le système judiciaire, moi je reste toujours en Afrique, dans la sous-région. C'est compliqué à dire. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que dans chacun de ces pays, malheureusement, le système judiciaire est plus ou moins en adéquation avec l'exécutif. Donc, les réformes en général qui sont passées, lorsqu'il y a des gros procès, parce que moi, de manière générale, la justice, on va dire qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que lorsqu'il y a peut-être des cas à juger, ils le feront. Moi, je prends par exemple le cas de la justice au Cameroun.
Je sais que le système judiciaire, pour certains Quand on parle de justice à deux vitesses, c'est une partie de la population qui serait privilégiée, une autre qui serait lésée. Exactement. Et donc, si on doit parler d'une réforme en tant que telle, non, c'est plutôt une vision qu'il faut changer. Une vision qu'il faut changer, mais malheureusement, il faut la changer partout. C'est pour ça que je ne prendrai pas le cadre d'une réforme en tant que telle pour vous dire que cette réforme fonctionne, parce que c'est toute une idéologie, c'est tout un système qu'il faut démanteler afin que les réformes qu'on va passer, afin que la vision qu'on veut donner à la justice puisse être effective. La RDC doit se concentrer en réalité sur ses propres forces qui doivent être la volonté de changer, la volonté d'avoir une justice qui est impartiale, avant de commencer à regarder ce qui se fait ailleurs. D'abord, essayer de se donner une direction et se dire que nous souhaitons une justice impartiale, nous allons dans cette direction et ensuite maintenant nous mettrons les réformes en place s'il faut, mais d'abord changeons la vision que nous avons de notre justice. Makaël Ngebla, si on doit conclure l'émission, quelle perspective on peut imaginer pour une réforme de la justice en RDC? En RDC, effectivement, la voie de s'inspirer d'un modèle sous-régional, moi je pense qu'il faut l'encourager. Le modèle sénégalais, le Sénégal a toujours eu quand même non seulement un modèle démocratique, mais également un modèle de justice transparent. Parce qu'on peut y transposer, partager d'expériences, ça ne peut en aucun cas être un frein. Il faut absolument que le Congo, la RDC, la République du Congo, puisse quand même s'inspirer, si elle ne veut pas, comme tu l'as dit, s'inspirer des exemples au niveau des pays limitrophes, on peut s'inspirer d'un modèle démocratique qui est le Sénégal, qui est resté incontestable. Si on ne veut pas, si on rejette en bloc le modèle occidental, on peut quand même, voilà un modèle d'un pays africain qui a eu des résonances fortes et qui a eu rassuré, parce que comme vous voyez, les dernières contestations au Sénégal ont prouvé que le Sénégal reste un soubassement judiciaire solide. Tout à fait. Sénégal a été jugé là-bas, d'autres, et donc je pense qu'il faut pas en vouloir à nos États aussi, quelque part. Merci Makaëla pour cette conclusion. Ce soir, on a pu explorer les défis, les échecs, mais aussi les perspectives à venir pour le système judiciaire congolais. Merci à vous, Frédéric Tchoungui, d'avoir été parmi nous ce soir. Makaëla Ngebla, merci de votre présence. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Vox Live. Restez connectés, on revient vite.